Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce talk. Je me présente, je m'appelle Thomas. Donc, je suis développeur front-end depuis 14 ans maintenant. Et actuellement, je travaille à WeScale. Alors, WeScale, c'est une ESN qui est à la fois basée à Paris, à Nantes, mais qui propose aussi du full remote. On a une expertise DevOps, SecOps, Kubernetes et aussi du développement cloud native. On recrute. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de front-end, je vais vous parler de React, mais surtout des server components. Alors, première impression, qui fait du React à peu près tous les jours dans la salle, en levée de main? Ok, qui parmi ces gens-là fait du Next.js? Et qui parmi ces gens-là a déjà fait du server component? Très bien, bon, je pense que je vais vous apprendre quelques trucs, alors c'est cool. Très bien, on démarre, on rentre dans le vif du sujet avec le client-side rendering versus le server-side rendering. Pourquoi faire du server-side rendering en réalité? Quelle est la plus-value de ce mode de render? Pour illustrer ça, on va parler de Web Vitals. Donc les Web Vitals, ce sont des métriques définies par Google qui donnent l'état de santé d'un site web par rapport à son rendu et par rapport surtout à l'expérience de l'utilisateur. Parmi ces Web Vitals, je vous en ai cité que 3, mais il y en a d'autres. Mais parmi ces Web Vitals, on va surtout s'intéresser au First Contentful Paint, le FCP, qui est le temps qu'un utilisateur doit attendre avant qu'un premier contenu soit rendu pour lui dans son navigateur. On va parler aussi du LCP, qui est là le temps d'affichage avant que tout le viewport, donc au-dessus de la ligne de flottaison, donc vraiment tout votre écran, que ce soit votre device mobile ou votre desktop, le temps pour que tout ce viewport soit affiché, qu'il y ait du contenu vraiment intéressant dedans. Et enfin, on va parler de time to interactive, qui est le temps avant que l'utilisateur puisse vraiment faire quelque chose sur la page. Cliquer sur un bouton, utiliser un state, etc. Voilà. Vous voyez sur la droite un diagramme qui vous présente le cas d'une SPA classique, donc Single Page Application, avec du client-side rendering. Vous voyez côté serveur, il ne se passe pas grand-chose. Le serveur renvoie le bundle JS avec la page HTML qui est vide, blanche. Et en attendant que le browser interprète le JavaScript, le bundle du JavaScript, il y a une page blanche. Ensuite, on render le shell, donc qui va être le shell de votre application web, avec le footer, le header, etc. Et ensuite, une fois que c'est fait, là, on va être sur une première requête vers le serveur, parce qu'il y a un composant qui a besoin de données qui va requêter dans la base. Vous voyez que les Web Vitals sont indiqués ici. Vous voyez qu'on a un First Paint et un Page Interactive qui sont au même moment, mais qui sont un petit peu tard quand même, on verra par la suite. Et le Content Painted, donc le LCP, arrive tout à la fin, une fois qu'on a vraiment rendu tous les contenus, une fois que la requête a été faite et qu'on a interprété le résultat. Quand on passe ce cas-là sur du server-side rendering maintenant, avec le cas d'une Multiple Page Application, une MPA, on voit que tout d'abord le shell de l'application est rendu côté serveur. Donc ça nous permet de ne pas avoir une page blanche, d'avoir une page HTML qui est avec un minimum de sens. On a donc un first pane qui est décalé sur la gauche, comme vous le voyez, qui nous permet d'avoir déjà de meilleurs scores en Web Vitals. Par contre, pour ce qui est du page interactive et du content painted, on est sur la même histoire, parce qu'on doit toujours attendre que des composants se rendent côté client pour pouvoir faire une requête côté back-end et ensuite interpréter le résultat. On a quand même une amélioration, donc ça a une plus-value de faire du server-side rendering. Le server-side rendering, ça existe depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est apparu avec les server components. On y viendra par la suite. En dehors de ces performances de Web Vitals, il y a une plus-value à faire du server-side rendering. Certains l'ont peut-être déjà vécu. Quand on parle de SEO, quand on parle de moteur de recherche, les web crawlers préfèrent avoir du contenu HTML directement à parser, notamment avec le classe sémantique, avec les H1, H2, etc., plutôt que d'avoir du JS. C'est possible, mais vous serez moins bien ranké. Donc le server-side rendering permet aussi de faire ça. Et enfin, une dernière note qui n'est pas des moindres, c'est ça favorise aussi une démarche Green IT. Effectivement, il faut savoir que 80% de l'empreinte carbone du numérique, c'est dans la conception de nouveaux devices. Donc si vous allez sur un site web avec votre device qui a 4-5 ans et que la plupart de vos sites web que vous avez sont lents, très vite vous allez avoir envie d'en changer. Et c'est pas une bonne chose. Donc le fait du server-side rendering permet d'avoir des applications aussi qui sont un peu moins gourmandes, d'avoir un premier rendu qui est plus efficace, parce que l'expérience utilisateur est meilleure. Donc toutes ces plus-values là permettent d'opter en faveur du server-side rendering, mais pour ceux qui ont fait du server-side rendering avec du React pur, sans Next.js, sans framework jusqu'à présent, on peut avoir pas mal de soucis et c'est pas forcément le plus facile. Je vous parle un petit peu d'hydratation.
Quand un contenu est rendu par le SSR, en fait, on va avoir à la fois donc de l'HTML et aussi donc, dans le Bundle.js les différents composants JavaScript qui sont aussi envoyés dans le bundle. Et vous voyez qu'en fait, ces composants-là, quand dès qu'ils arrivent tels quels dans le navigateur, ils sont pas, on ne peut pas interagir avec eux, ils ne sont pas hydratés. Donc ce que React fait côté client, c'est qu'il hydrate ses composants et il permet de les rendre interactifs. Ce que vous voyez en vert, ça veut dire que l'utilisateur peut interagir avec. Voilà, donc l'hydratation, j'en parle parce que les server components poussent un peu plus ce système-là par la suite. Maintenant, on va s'intéresser aux server components en eux-mêmes, la genèse de ces server components. Alors, il faut savoir que ça existe, le concept en tout cas existe depuis à peu près 3 ans. C'est pas quelque chose de très nouveau, c'est quelque chose qui maintenant est nouveau à l'usage parce que Next.js notamment s'en sert, mais c'est quelque chose qui est maturé et réfléchi depuis un petit moment maintenant. Donc il y a une RFC qui est sortie en décembre 2020, qui a été raffinée depuis, et qui propose 6 motivations principales, que je vous laisse regarder ici. Nous, on va s'intéresser à ces 3-là. La première motivation, c'est Zero Bundle Size Components. Il faut savoir que React, enfin vous le savez, c'est une librairie de rendu. Donc c'est une librairie qui se veut très light et modulaire et qui se base donc sur beaucoup de librairies tierces. Qui dit librairie tierce dit module à installer et donc des bundles et des nodes modules qui grossissent avec ce même qui est vieux comme le monde que je ne vous présente plus. Donc le bundle.js qui est envoyé au navigateur peut parfois être très lourd, ce qui cause des retards de first pain, comme je vous l'ai montré. Et il y a déjà certaines techniques qui existent, comme du lazy loading, ne pas charger telle ou telle page si on n'en a pas besoin pour l'instant, ou même du tree shaking, pour totalement enlever du bundle les différentes composantes de nos dépendances qui ne sont pas utilisées. Mais ça ne suffit pas. Avec les server components, les dépendances qui sont utilisées uniquement par les server components ne sont pas envoyées au navigateur, dans le bundle. Donc on peut déjà enlever ça du bundle et ça permet donc d'avoir des applications qui sont beaucoup plus rapides à afficher à l'utilisateur. Deuxième motivation, avoir un accès au back-end depuis les server components directement. Donc c'est possible, et c'est même très conseillé, d'utiliser des choses qu'on voit habituellement dans du Node.js, donc un accès à un ORM, un appel à une API, et même un accès file system, directement dans le code d'un composant. Voilà, ça peut faire frémir, mais vous allez voir que c'est au final plutôt efficace, et on verra pourquoi tout à l'heure. C'est avant tout une démarche de colocalisation du code. Ça permet une meilleure expérience développeur. Si je suis dans un composant React et que j'ai besoin de données, je ne vais pas m'embêter, entre guillemets, à aller vérifier que cette donnée-là est présente au préalable. Je la demande à ce moment-là. Et le système de cache, le nouveau système de cache, en tout cas de React, permet en fait d'éviter de refaire les appels à l'infini. Vous avez un système de cache qui vous permet d'avoir toutes les réponses à partir du moment où les requêtes sont les mêmes. Attention, il ne faut pas confondre les server components avec les server actions. Voilà, on y viendra tout à la fin du talk, mais c'est un concept très différent. Et enfin, dernière motivation dont je vais vous parler aujourd'hui, le fait d'enlever les clients de serveur waterfalls. Une des plus grosses problématiques côté UX, côté expérience utilisateur, quand on a une SPA ou quand on a une application web, ce sont des composants qui s'affichent en cascade et qui, quand ils ont besoin de données, vont faire des requêtes en cascade. Voilà, donc on tombe sur un spinner, puis on tombe sur un deuxième, puis un troisième, etc. Ce qui, au final, pour avoir votre LCP, va être très très long. La solution évidente, c'est de requêter toutes les données au préalable, de l'exhaustivité de données, et puis de tout fournir en props drilling à vos composants. Mais déjà en termes de DevX, c'est pas fou. Et puis en plus, on n'a pas forcément besoin de toutes les données pour tout le monde. Les server components sont rendus au plus près des éléments impliquant de l'IO. Donc ça veut dire que si vous avez votre serveur qui fait votre SSR proche de vos API, proche de votre DB, vous gagnez en temps de latence et vous évitez d'avoir à faire des allers-retours entre votre client qui est je ne sais où et votre serveur. L'effet waterfall n'est pas annulé. Il est déplacé côté serveur, évidemment. Mais en tout cas, c'est un gros gain de temps et d'efficacité. Voilà pour la genèse. Vous avez la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. À quoi ça ressemble un serveur component? Mais avant tout,
je fais un petit disclaimer, on va surtout parler de Next.js. Next.js, c'est le framework qui a implémenté les server components. Ce qu'il faut savoir, c'est que les server components sont en version Canary de React, donc une version très early, qui est bonne pour la prod, mais quand même très early. Et on viendra par la suite sur cette hégémonie de Next.js vis-à-vis des server components. Donc, qui dit server components dit client components. Tous les composants que vous créez jusqu'à présent dans votre SPA React sont maintenant des client components. Voilà, vous n'avez plus le choix. Un server component, comme vous le montre ce diagramme ici, ne peut être rendu que côté serveur. Voilà. Il ne sera pas re-rendu côté client. Il n'est pas hydraté, parce que le code de ce composant n'est pas envoyé dans le bundle.js. React ne sait pas comment le re-render, donc ça ne sert à rien de l'hydrater. Et un server component ne peut pas utiliser de useState, de useEffect, de onClick, etc. parce qu'il n'y aura aucune interaction utilisateur avec les serveurs components. Donc ça, il faut le savoir, c'est important. Ce qui fait que un composant donné, en fonction de ce qu'il fait, de son comportement, pourra être un client component ou un server component, mais rarement les deux. Un client component, quant à lui, est rendu à la fois côté serveur et côté client. Mais bon, ça ne change pas du SSR classique. Je vous ai mis un exemple de React Server Component sur la droite, donc c'est bien, la taille est suffisamment bonne. Donc vous voyez qu'on a une imaginary DB, on importe un ORM ici. Donc c'est un composant React. Hein. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence par rapport au composant classique que vous connaissez. Vous voyez qu'il y a un async juste devant, parce que c'est une fonction asynchrone dans laquelle on va faire un await, parce qu'il y a une vraie opération de I/O qui se fait. On fait une query dans une base de données. Et ça au niveau composant. Voilà. Il faut savoir que les server components sont par défaut. Donc là, j'ai un composant, en tout cas dans Next.js, le composant sera forcément un server component par défaut. Je vous mets l'exemple d'un plus petit server component. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la façon dont le serveur communique avec le client et va lui dire j'ai rendu ces server components-là côté serveur, les voici. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le React Server Component Payload. Bon, c'est pas un nom très barbare, ça va. En fait, il va envoyer à la fois le HTML, donc le Hello World que vous voyez ici. Donc là, c'est le HTML qui est rendu. Et à la fois, dans le HTML, il va mettre une petite balise script pour chacun des serveurs components qui va permettre de dire à React, OK, pour retrouver tes petits au niveau client, entre les composants clients et les composants serveurs, pour que tu combles les trous, voici ce que j'ai ingéré avec le React côté serveur et voici le résultat. Donc tu n'as pas à le faire, tu ne passeras jamais dessus. Voici le composant, le server component tel que tu dois l'utiliser. Voilà. On va parler maintenant de React Client Components, donc les RCC. Ils sont opt-in. Vous voyez une petite directive en haut, ça s'appelle le use client. Quand on fait un client component, on se doit de faire ça. Sinon, ça ne passe pas. Vous allez avoir des warnings et des erreurs. Donc là, on a le cas classique d'un composant counter avec un useState, un onClick. Donc voilà, ce composant se doit d'être un client component. Sinon, on ne peut pas se servir de tout ça. Les limitations. Alors, je vous ai mis un exemple d'application sur la droite, donc une app classique avec un header, un article, id counter, discussion, comment. Là, c'est le moment un peu crucial, c'est que les client components peuvent uniquement importer d'autres client components. Vous ne pouvez pas importer des server components dans vos client components. Pourquoi? Parce que là, si je suis, par exemple, si mon article est un client component, même si les composants qui sont en dessous sont des server components pour la plupart, discussion et comment, on peut s'attendre à ce que ce soit des server components, in counter peut-être pas, mais s'il importe tous ces composants, en fait, il va créer ce qu'on appelle une client boundary. Et en fait, implicitement, et j'insiste sur le implicitement, tous les composants qu'il importe seront considérés comme des client components. Ce qui pose pas mal de problèmes, mais je vais vous le montrer juste après. On peut éviter ça, parce que là je vous ai parlé d'import, mais on peut éviter ça en faisant ces deux exemples de code que vous voyez ici. Mon client component peut avoir en children un server component, et le children c'est rien de plus qu'une prop comme une autre, donc on peut passer un server component en prop à un client component, et là il n'y aura pas de souci, là il n'y aura pas d'implicite. Mais il faut le savoir, et ça demande, en tout cas dans une
application de la vraie vie, de bien architecturer ces composants et de bien les composer pour avoir un ensemble cohérent et surtout avoir le bundle le plus efficace possible. Donc avec toutes ces limitations et toute cette théorie, pourquoi les server components, qu'est-ce qu'ils apportent réellement? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'en fait ça a un réel intérêt pour nous? Alors en termes de performance, bon, je vous ai mis à titre indicatif des mesures en bas. Ce ne sont pas des millisecondes, pas des secondes, pas des minutes. C'est juste à titre indicatif. C'est juste pour vous montrer, parce que c'est pas très visible sur le graphe, que le JavaScript qui est downloadé et qui est hydraté avec des server components prend un peu moins de temps que sans server components. Mais vous voyez que bon, c'est pas fou. Et si vous connaissez certains youtubeurs ou certains speakers, notamment Jack Harrington, lui s'est amusé à faire la même application à la fois avec des React Server Components, avec du PHP et du Rust. Et bon, clairement, Rust, ça défonce le plafond. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on ne fait pas ça pour la performance, en tout cas pas avec Next.js. Next.js résolvait déjà à son époque et même maintenant pas mal de problèmes de performance. Mais ce n'est pas les Server Components qui vont vraiment améliorer la chose. Là où je pense que les server components apportent quelque chose, c'est sur l'expérience développeur. Parce qu'en réalité, en dehors des limitations que je vous ai expliquées, et dans lesquelles on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure, on peut vraiment tirer tous les avantages de React côté serveur sans forcément changer drastiquement la façon dont on écrit des composants. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. C'est quand même assez sympa d'écrire un composant et dès qu'on a besoin d'une donnée, de faire un await au sein du composant et d'avoir des données à dispo tout de suite. Mais il faut vraiment maîtriser les concepts pour éviter de faire des composants qui sont implicitement considérés comme des client components et qui sont des composants Frankenstein. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous faire une petite démo. Donc j'ai écrit une petite application Next qui avec la dernière version, avec des server components. Je vous la montre. Voilà, donc c'est très très simple. C'est un client component avec un counter. Voilà. Et un server component qui va faire une requête sur PokéAPI, donc une API avec des Pokémon totalement ouvertes, et qui va requêter la liste des premiers Pokémon. Voilà. Si on s'intéresse au code maintenant, on voit que c'est un main classique avec un client component, un server component qui sont rendus l'un à côté de l'autre. Aucun problème. Mon client component, vous l'avez très certainement deviné, ressemble à ça, donc un useState avec un incrément, et quand on clique, ça incrémente, avec la directive useClient en haut. Et le server component, quant à lui, commence avec un async, fait un await à l'intérieur, va rendre du coup cette liste de Pokémon à l'intérieur dans une map avec des diffs. Si on s'intéresse à ce qui se passe côté API, voilà, c'est tout simplement une requête. Il n'y a pas besoin d'API key, donc j'ai mis une fake API key juste pour la démo. Et comme on essaie de faire les choses bien, on a mis l'API key dans une variable d'environnement. Voilà. Donc on a ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe côté rendu maintenant? Donc si je vais dans mon DOM, je vois tout simplement que j'ai ma div avec mon client component, j'ai ma div avec mon server component, aucun problème. Côté network, j'ai récupéré un HTML avec directement le rendu de mon server component dedans. Mais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a aussi des React Server Component Payload. Ils sont assez cryptiques. C'est voulu. Vous avez des outils en ligne qui, maintenant, l'outillage commence à se développer, qui permettent de comprendre en fait ces payloads et de voir vraiment à quoi ils correspondent. Mais essentiellement, vous pouvez juste retenir qu'ils contiennent une adresse, entre guillemets, une référence en tout cas, au fichier JavaScript vers lequel le client component est. C'est-à-dire que là, si je vais avoir mon server component, s'il base des props à un client component, vous allez avoir la référence. Il y a évidemment le contenu du server component, parce que c'est la moulinette de React qui est passée côté serveur et qui m'a donné ce payload-là. Très bien. Et par contre, vous voyez que côté network, évidemment, j'ai rien. J'ai aucune requête Ajax parce que le call à l'API s'est fait côté serveur. Maintenant, on va jouer un petit peu avec.
Alors, au lieu de mettre mon client component à côté de mon server component, je vais le mettre en children. Je vais le mettre en pardon, je vais l'importer directement dedans. Je passe directement à l'étape d'après alors que pas du tout. Alors, les client component, je vais afficher donc le server component dedans. Voilà. Voilà. Okay. Et donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un effet démo. D'accord. Ok, pardon. On y revient. Donc, si on s'intéresse à ce qui a été téléchargé dans le bundle, pardon, si on va voir les sources donc, de Webpack, on a dans SRC, on a Components, mais on a Client Components et le Server Component. Pire encore, on a le fichier d'API.ts. Ça ne nous plaît pas du tout. Pourtant, j'ai juste fait un import. C'est toujours un Server Component. Donc la notion d'implicite que je vous expliquais tout à l'heure, elle est là. Après, on a de la chance, parce que vous voyez que l'appel se fait avec undefined. Undefined, c'est l'endroit où là, normalement, il y a la clé d'API. Mais si, pour une raison X ou Y, on ne passe pas par une variable d'environnement et qu'on se dit c'est un server component, il n'y a pas de problème, je peux mettre ma clé dans le code, votre clé elle va être disponible à tout le monde. Voilà. Donc c'est très, très dangereux. Donc vraiment, les variables d'environnement, je sais que c'est quelque chose que vous faites, mais continuez à le faire. Voilà. Donc c'est un souci. Et tout ça est implicite. Je viens de cliquer sur le counter. Vous voyez que vous avez quand même un warning qui vous dit que l'async await n'est pas supporté encore dans les client components. Encore. Donc ça veut dire que plus tard ça le sera. Mais c'est juste parce que là-dedans, dans mon server component, j'ai un async await. Si j'avais décidé de faire un server component avec sans appel IO, avec juste du rendu statique, j'aurais pas eu de warning. Donc c'est un problème. Pour contourner ça, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est tout à fait possible de passer ce server component en children, plutôt que de l'importer directement dedans. Je vais changer la signature quand même. Et je l'enlève. Voilà. Oui, merci. Merci, il y en a qui suivent, c'est gentil. Children, c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai le même rendu. Exactement le même. Là, j'ai mon counter qui fonctionne. Par contre, si on retourne dans les sources, là, vous voyez que j'ai uniquement mon client component. Mon server component n'y est pas, et heureusement, pas mon fichier API.ts. Voilà. Et ça marche aussi avec, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la présentation, ça marche aussi en passant une prop classique. Je vais juste l'appeler subcomponent maintenant. Voilà. Ça fonctionne aussi. Et dans mes sources, je n'ai que mon client component. Voilà. Donc c'est pour vous montrer les dangers de ça. Vraiment bien savoir en tant que développeur qui travaille sur une stack, donc Next.js, Server Component, quels sont ceux qui seront rendus côté serveur, mais surtout comment ils vont être importés et si je veux vraiment en importer, le faire d'une bonne façon. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui se prend à la légère, c'est vraiment très impactant. On va revenir sur la présentation. Maintenant qu'on a dit tout ça, quel est le futur pour les server components? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va utiliser dorénavant et on ne fera plus jamais sans? Ou est-ce que au final c'est juste une feature de plus et on peut s'en accommoder, on peut s'en servir si on en a besoin ou pas?
Alors, la full picture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les server components, ça fait partie c'est qu'un wagon, d'un train, qu'on va appeler, qui s'appelle Modern React, et qui est déjà en marche depuis mars 2022, dans les faits. Là, vous voyez sur la droite, sur le diagramme, la méthode classique d'afficher de faire du SSR. Donc, on récupère toutes les datas côté serveur, on envoie un HTML, on hydrate le DOM, ensuite l'utilisateur peut interagir, il fait une autre donnée, on fetch les data et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un cycle. C'est un cycle qui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour les waterfall, peut donner des UX pas terribles. Mais en fait, maintenant, si vous utilisez Next.js de nos jours, c'est plus un cycle. Grâce à l'HTML streaming. En fait, le SSR va, en tout cas de Next.js, va casser ces cycles et faire du HTML streaming. Il va streamer les différentes parties du HTML pour éviter justement d'avoir ces différentes waterfalls. Comment il fait ça? Il est certes très fort, mais il ne peut pas le faire tout seul, grâce à Suspense. En réalité, l'implémentation des server components côté Next.js et côté React Canary surtout utilise Suspense en background. Alors Suspense, c'est quelque chose qui existe depuis 2018, qui n'est pas forcément utilisé partout tout le temps, mais qui permet en fait tout simplement de dire qu'on va qu'on va afficher un fallback en attendant qu'un composant soit loadé. Grâce à Next.js, il va savoir exactement en fonction des rendus des server components et de l'architecture des server components et client components, où est-ce qu'il va mettre lui-même ses suspens. Et grâce à ces suspens-là, il va savoir où est-ce qu'il va délimiter le streaming des fichiers HTML et du code. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans une SPA classique suspense, mais c'est quelque chose qui est aussi utilisé beaucoup par Next.js. Je vous ai parlé d'hydratation tout à l'heure. Là, on va parler de sélective hydratation. Parce qu'en fait, quand on fait du HTML streaming, c'est bien. On récupère pas mal d'HTML à différents endroits de notre page. Mais si jamais on a un utilisateur qui s'intéresse à cette partie de la page et qui n'en a que faire de l'autre partie, si la partie à laquelle il s'intéresse, elle met du temps à charger, on a quand même envie qu'il puisse interagir avec. Une fois que le HTML est streamé, en réalité, React maintenant va sélectionner, hydrater en fait en fonction de la priorité de l'utilisateur, donc vraiment par rapport à son comportement sur la page, va hydrater certaines parties de la page dont il sait qu'il va devoir s'en servir. S'il s'approche pour cliquer sur un bouton ou pour utiliser quelque chose, cette partie-là va être hydratée en première. Et tout ça pour avoir une expérience utilisateur qui est la plus optimale possible. On reprend les Web Vitals de tout à l'heure. Vous voyez que le first paint, là pour le coup, il est en même temps qu'une query de base de données. Il n'y a pas de problème parce que le HTML initial a été streamé au tout début. Et en attendant, le serveur peut continuer à travailler en fait. Il n'a pas besoin d'attendre. Il fait sa query parce qu'il sait qu'il doit rendre du contenu. Et il le rendra ce HTML-là dans un deuxième temps, sans avoir besoin que l'utilisateur refasse une requête ou une action. Donc c'est le moderne React, c'est vraiment ce que vous voyez quand vous faites du Next.js tous les jours, c'est vraiment ça que vous utilisez. Il y a un quelque chose sur GitHub qui permet de Dan Abramov, pardon, qui permet de rentrer vraiment dans les détails de ça. Je vous invite à le lire, c'est vraiment très intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, donc je vous ai parlé que de Next.js, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une compétition un petit peu injuste. Dans le sens où, dans la core team de React, il y a 20 personnes. Et il y en a 4 qui travaillent pour Vercel. Il n'y en a aucune qui travaille pour les concurrents. Bon, Gatsby, pas trop le vent en poupe en ce moment, mais par exemple Remix, c'est un autre framework à côté de Next.js qui est totalement viable aussi pour faire ce que vous faites en Next.js. Mais eux sont pas du tout, il n'y a pas du tout de développeurs de ce framework-là dans la core team de React. Donc voilà, on sent un petit peu une mainmise. L'image est volontairement exagérée, mais voilà. Les server components, comme je vous l'ai dit, ne sont utilisés que dans la version utilisables que dans la version Canary de React, donc la version bêta. Donc on peut s'imaginer que les gens de la core team de React travaillant sur la version Canary, comme il y a 4 personnes de Vercel, voilà, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les dernières nouveautés dans Next.js, alors que pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Les autres frameworks, donc Remix notamment, ont déjà leur propre solution pour répondre à ces problématiques-là, ces problématiques de performance et aussi de DevX.
passe surtout par des loaders, ils loadent toutes les données avant, etc. Voilà, c'est d'autres façons de faire. Ils ont déjà leur propre solution, et donc ils sont un petit peu frileux sur le fait d'implémenter les server components. Mais en tout cas, côté Remix, ça a l'air de bouger, ils vont peut-être vouloir l'implémenter, mais c'est pas encore fait pour l'instant. Donc actuellement, si vous voulez faire du server component, c'est surtout du Next.js. Il y a aussi des solutions minimalistes qui existent, notamment une que je vous conseille de regarder qui s'appelle Waku. C'est vraiment se servir des server components à la base même, avec vraiment le minimum syndical, sans avoir tout ce qu'il y a à côté de Next.js, qui est très utile hein, en production, mais si vous voulez vraiment tester les server components et voir ce qu'ils ont dans le ventre, je vous conseille d'utiliser Waku, mais pas en prod. C'est marqué sur le site, actuellement c'est une early alpha, mais par contre c'est assez complet en termes de server components. Je vous parlais de server actions tout à l'heure, les voici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu la Next.js Conf en octobre dernier, où ils ont annoncé les server actions. Donc ça a fait un grand tollé sur Twitter, vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être vu passer. On revient au SQL, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté-là, etc. Pourquoi? Par rapport au code que vous voyez sur la droite, où là on a un composant qui, en l'occurrence, est un bouton, voilà, mais qui, quand on clique sur le bouton, ça va faire directement une insertion dans la base de données via un ORM. Bon, un SQL, ça sanitise un petit peu, mais pas vraiment un ORM, mais voilà. Et vous voyez la notion use server en haut. Donc, en fait, use server, ça va pas, ça n'existait pas entre guillemets jusqu'à présent parce que les server components sont de base, enfin, il n'y a pas besoin de mettre use server, pardon. Mais là, avec ce qu'on appelle des form actions, on va pouvoir définir des fonctions qui vont être exécutées côté serveur. On le sait, elles vont être exécutées côté serveur. Et on va pouvoir passer ces fonctions-là en argument de nos client components. Ce qui fait que quand je vais avoir mon client component qui va être rendu dans mon navigateur, je lui passe une fonction en prop ou que sais-je, et on sait que la fonction va être exécutée côté serveur. Au final, c'est juste un sucre syntaxique. C'est pour éviter d'écrire je tape sur ce endpoint là et derrière j'ai un endpoint qui répond. Ça n'est rien de plus que ça. Et là, en termes de DevX, voilà, on est encore au top du top parce qu'on écrit un minimum de code. Voilà. Par contre, comme pour les server components, il y a du danger. Là aussi, il y a du danger. La bonne pratique, c'est de ne pas mettre les server actions au même endroit, hein, de les mettre dans un autre fichier évidemment et de les regrouper. Mais voilà, ça se pose quand même les questions de vraiment savoir ce qu'on fait et de bien surveiller et d'aller voir vraiment ce qui est envoyé dans le bundle et ce qui est rendu au client. En conclusion, pour répondre à la question initiale de Stalk, je pense qu'effectivement c'est pas vraiment un effet de mode, c'est un réel progrès. Vous pouvez voir ça comme un SSR 2.0. Ça n'a pas inventé le SSR. Le SSR a existé, existera et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais avant tout, c'est un gros progrès, gros progrès pour l'expérience développeur. Pour autant, même si vous l'avez peut-être déjà vu quand vous allez sur la nouvelle doc de React maintenant, quand vous voulez faire un bootstrap, une initialisation, quand vous allez voir le tuto, il vous conseille d'utiliser Next.js. Mais bon, il y a d'autres alternatives. Create React App est mort de sa bonne mort, mais il y a Vite, il y a plein d'autres choses pour pouvoir bundler et faire des SPA. Encore une fois, c'est pas parce que les serveurs components viennent de sortir qu'il faut s'en servir à tout bout de champ. Quoi qu'il arrive dans notre métier, on a un besoin, il faut choisir le bon outil pour le bon besoin. Si vous avez un dashboard qui n'est pas accessible sur Internet et où il y a très peu de features dedans, une vieille SPA, ça fera le taf. Donc voilà, il ne faut pas en mettre partout. La démarche moderne React, elle correspond comme je vous l'ai montré, elle répond à de vraies problématiques. Et en fait, ça ouvre aussi le serveur au développeur front, qui s'en était pas servi jusqu'à présent. Ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée là-dessus et de sensibiliser aux problématiques back-end et surtout de se servir de ce formidable moteur qui est le back-end et qui allège l'expérience de nos utilisateurs. Attention au dernier point sur la mainmise de Vercel dont je vous ai parlé. Moi j'ai des petits concerns là-dessus. Il ne faudrait pas que React perde sa versatilité.
mettre dans les versions Canary de React toutes les features pour les server components, c'est bien. Mais attention, l'aspect minimaliste de React peut potentiellement en prendre un coup. Donc voilà, on verra comment ça évolue à l'avenir. Mais ça serait bien que la librairie qu'on connaît et qu'on aime reste aussi efficace que possible. Merci. Alors, je suis allé un petit peu vite. Pas trop vite, j'espère. Il reste un peu moins de 10 minutes pour des questions, si vous en avez. Bonjour. En fait, j'avais une question plus pour les formulaires qu'on pourrait utiliser avec React, justement. Si j'ai par exemple une liste déroulante et après qui alimente une deuxième liste déroulante en fonction du choix de la première, qu'est-ce qu'il faudra utiliser comme composant? Alors, la question c'est, dans le cadre d'un formulaire, si j'ai une liste déroulante qui affiche, en fonction de la valeur, qui en affiche une deuxième, vous avez plein de façons de faire. La démarche classique, vous êtes sur une SPA actuellement ou c'est... Oui. D'accord, ok. Donc la démarche server component, c'est ça? Ok. Alors si on réfléchit un minimum, votre formulaire, la première étape de votre formulaire a besoin d'une interaction client. Donc quoi qu'il arrive, vous avez besoin de savoir cette donnée-là. Maintenant, vous pouvez avoir déjà à disposition dans votre DOM tous les selects en fait, possibles différents qui vont être affichés en fonction de la valeur. Donc ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il y a différentes façons de le gérer. Et vous aussi, si c'est quelque chose qui est en tout cas envisageable, vous pouvez aussi passer par votre URL, donc stocker votre state dans votre URL. Et dans ce cas-là, en fait, ça va tout simplement taper sur l'app-router de Next.js et vous rendre une petite partie, parce qu'il y a quelque chose dans Next.js qui s'appelle les parallel routes. Et ça peut vous permettre d'afficher des petits morceaux au fur et à mesure et donc compléter votre formulaire au fur et à mesure. Donc c'est possible. Après, il faut voir comment ça rend au niveau perf. J'en ai, en tout cas jusqu'à présent, avec des serveurs components, j'en ai jamais fait de formulaire comme le vôtre. Donc je ne peux pas vous répondre précisément. Mais c'est comme ça que je commencerai à le faire en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez revenir sur la slide où vous présentez les avantages de React Server Components? Il y en avait 6, du coup on s'était concentré sur 3. Les motivations? Ouais. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur les autres qu'on n'a pas eu? D'accord. Ça va être très bien. Alors, réafficher la diapositive. Je vais le faire très rapidement, hein, si d'autres personnes ont d'autres questions. Donc, on a l'automatic code splitting. Donc désolé, il y a un wall of text, j'ai épuré les autres, mais là non. Donc c'est par rapport à ce que je disais sur le streaming HTML. Donc le fait que les server components, en tout cas dans leur implémentation dans Next.js, enfin même dans l'implémentation tout court, hein, Waku fait pareil, permet de code splitter en fonction des différents jeux de client components, server components que vous avez. Et donc ça permet d'éviter à devoir faire du lazy loading nous-mêmes, de faire du code splitting nous-mêmes, et il va directement couper le bundle JS en chunk automatiquement. Donc ça, c'est un avantage en termes de DevX. Ensuite, l'abstraction tax, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on fait du React, mais quand vous composez une page avec des composants, vous allez potentiellement, avec une démarche de simplification ou pour faire des composants plus petits, vous allez faire des composants qui vont s'appeler les uns les autres, ou en tout cas qui vont être children des autres, etc. Et en fait, il faut savoir que plus vous créez de composants, plus vous payez la abstraction tax. Créer un composant, ça a un petit coût, qui n'est pas grandiose non plus, mais qui a un petit coût. Et ce coût-là, il est payé par côté navigateur, par le React qui va par React qui va comprendre en fait les composants et qui va les render côté client. Le fait de déporter ce rendu côté serveur, ça évite de payer ce coût-là. Voilà.
Donc ça s'appelle l'abstraction tax. Et enfin, dernier point, donc le sixième, c'est quand on fait du server-side rendering, on peut le faire avec du Next, mais j'ai fait d'autres entreprises où, par exemple, il y avait un front en React et un back-end qui faisait du server-side rendering en Rails. Voilà. Donc vos développeurs Rails, ils ne savent pas faire de React, vos développeurs React ne savent pas faire de Rails. Donc pour faire communiquer un client dans deux langages différents, pour le coup, même pas deux frameworks, deux langages différents, ça peut être compliqué. Déjà, il faut réussir à bien brancher tout le truc et faire la tuyauterie. Et puis après, en termes juste d'expérience projet avec l'équipe, c'est beaucoup plus lent. Les server components répondent à ça parce que vous avez le même code, la même façon de coder, pardon, et aussi la même technologie, qui est en l'occurrence React, qui va tourner à la fois côté client, côté serveur, et qui pour le coup, en termes de DevX, je vous l'ai montré, n'est pas radicalement différente. Donc ça répond aussi à cette motivation-là. Ça répond à votre question? Super. Ah, j'ai une question dans le fond. Merci. Merci pour la conf. Du coup, on a vu le passage de paramètres aux client components normaux. Comment ça se passe finalement avec les serveurs components? Qu'est-ce qu'on peut leur passer? Et est-ce qu'on peut leur passer des paramètres qui vont bouger? Et du coup, auquel cas, comment on re-render clairement? Très bonne question. Alors, si on retourne sur le code que je vous ai montré tout à l'heure, dans mon server component ici, je peux lui passer des props. Il n'y a aucun problème. Si je lui donne par exemple un hello, si j'arrive à taper. Voilà. Je vais pouvoir lui donner cette prop là, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Si je fais un hello world, évidemment, comme tout à l'heure, j'ai oublié de m'en servir, mais là, je vais m'en servir. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai mon world à la fin. Donc, pas de problème, on peut leur passer des props. Maintenant, évidemment, ces props-là, comme je vous l'ai dit, les serveurs components ne sont pas re-rendus côté client, donc c'est quelque chose qui change côté client. Il va falloir trouver un moyen de repasser par le back-end pour pouvoir, soit de repasser par le back-end, soit que le back-end ait prévu la chose. Je m'explique. On parlait tout à l'heure de state dans l'URL. Vous avez possibilité, en tout cas quand vous avez une page côté Next.js, ici vous allez avoir des paramètres. Je ne sais plus le nom exact, mais voilà. Vous allez avoir des paramètres de page, donc c'est des paramètres qui vont arriver, qui vont être les params qui sont dans votre URL, hein. À la fois les params classiques, mais aussi les query params. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir faire différentes choses. Donc en fait, vous allez pouvoir en fonction de votre URL, si vous changez votre URL, pouvoir render différents serveurs components et différentes parties de votre serveur. Donc c'est tout à fait possible. Des props classiques, mais aussi si vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu dynamique, passer par un state qui peut être l'URL, qui peut être un cookie, qui peut être des choses qui vont être comprises par Next.js par le côté serveur. Non, pas forcément. Pardon, la question c'était est-ce que si on change l'URL, on recharge forcément la page? Non, effectivement, on n'est pas obligé, justement avec le streaming. Bonjour. Oui. Merci pour la présentation. Ma question, c'est par rapport au chargement d'une masse de données. En fait, quel est le meilleur pour React? Est-ce que de charger tout le données, même si on a 10 millions de données dès le début, et après, ça sera la communication avec le serveur de cache, ou c'est de charger les données donc, petit à petit, selon le besoin du client. Mais comme ça, on va charger plus de web services pour appeler à des nouveaux données. Donc, quel est le meilleur pour React? Merci. Alors, très rapidement, est-ce que quand on a un gros volume de données dans une base de données, est-ce qu'il vaut mieux tout requêter d'un coup ou faire des petits paquets en fonction du besoin utilisateur?
Le système de cache est très puissant. Là, pour le coup, c'est pas Next.js. Il y a vraiment une fonction cache maintenant qui existe dans React, qui a été créée, qui est toujours l'inverse du Canary. J'aurais tendance à faire confiance au système de cache et à ne loader uniquement les données dont vous avez besoin dans votre composant. Plutôt faire confiance à ça et prévoir différents serveurs components en fonction des besoins de votre utilisateur que vous allez prévoir. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.